Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les Chroniques du Touche. Nous sommes le 18 décembre 2025. Aujourd'hui, un épisode très spécial sur la dermatose nodulaire contagieuse, maladie dont on entend beaucoup parler dans les médias et les réseaux depuis une dizaine de jours, mais a fortiori dans notre cercle vétérinaire depuis plusieurs mois quand même en France, avec un contexte sanitaire mais surtout politique qui s'est tendu dans les dernières semaines depuis l'apparition des premiers foyers dans le sud-ouest et notamment en Ariège. Aujourd'hui, pour discuter de ce sujet avec nous et pour remettre de la science dans le débat, nous accueillons Stéphane Bertagnoli, professeur en pathologie infectieuse et virologie à l'ENVT, spécialiste en particulier des poxvirus, dont fait partie la dermatose nodulaire contagieuse. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et pour conduire cet entretien, je suis avec deux étudiants en dernière année à l'ENVT. Donc Léa Marin, toi tu es en spécialité plutôt médecine canine. Bonjour. Et Vincent Gaucher, toi tu es en tutorat, donc avec l'objectif de faire plutôt de la médecine mixte rurale, canine-bovine quoi, plus tard, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Philippe Brunneisen, je suis inspecteur de santé publique vétérinaire et doctorant en épidémiologie. Aujourd'hui, si nous te recevons, Stéphane, c'est pour parler donc de la DNC, dermatose nodulaire contagieuse, et aussi initier, on l'espère, une série d'épisodes où nous partirons à la rencontre de celles et ceux qui affrontent la maladie sur le terrain. Pour commencer, il nous fallait remettre de la science dans le débat et nous allons donc aborder avec toi un certain nombre de choses qu'on a pu voir passer sur les réseaux ou dans les médias concernant la DNC. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux à quel type d'agent pathogène nous avons affaire ? Oui, alors on va repartir sur des bases anciennes. C'est pas un virus nouveau, c'est pas une maladie nouvelle, c'est une maladie qui existait au sud de l'Afrique, donc plutôt autour de l'Afrique du Sud, de Kenya, au début du XXe siècle, mais qui est restée cantonnée à l'Afrique pendant très très longtemps. Donc une maladie qui était très négligée de la part des instances internationales en général pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle diffuse dans d'autres territoires africains courants du XXe siècle. Elle est remontée vers le nord, puis vers l'est de l'Afrique, Corne de l'Afrique. Là, ça a commencé à inquiéter pas mal l'OMSA, qui a vu progresser la maladie, qui n'est pas anodine, je reviendrai un petit peu dessus sur les aspects cliniques juste après, et qui ensuite est sortie du territoire africain dans les années début des années 2000, où elle a commencé à s'implanter au Proche-Orient, donc par proximité et par transport d'animaux. En fait, c'est toujours pareil, c'est une maladie transfrontalière et qui se transporte très très bien par le transport d'animaux non contrôlés. Alors, on est dans des pays en plus où le contrôle des frontières est difficile et où le transport d'animaux se fait sans forcément qu'il puisse y avoir de visites sanitaires habituelles. Enfin, tout ce que nous on connaît n'existe pas forcément dans ces pays. Et ensuite, elle s'est implantée donc dans ces pays-là qui ont subi de grosses pertes. Israël a été souvent touché par justement ces épisodes-là et a dû depuis pas mal de temps déjà mettre en place des mesures adaptées qui étaient souvent des mesures ponctuelles qui étaient en fonction des foyers et de la vaccination ponctuelle autour. Ensuite, on a eu en 2013 un gros épisode en Turquie où là, ça a été vraiment plus problématique parce qu'on s'approche de l'Europe. Et à partir de ce foyer de 2013, on a vu apparaître pour la première fois en Europe cette maladie qu'on n'avait pas du tout imaginé si proche. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants vétos qui sont sortis dans les années 90-2000 qui se souviennent même pas qu'ils ont entendu parler de DNC dans leur cours. Et malheureusement, c'est une maladie qui s'est rappelée à nous en 2015 en Grèce. Donc toujours pareil, transport d'animaux à partir de la Turquie. Vous savez qu'il y a des îles grecques qui sont très très proches de la Turquie, à quelques kilomètres. Ça a commencé par les îles. Et à partir de là, ça s'est étendu à la Grèce. Et de la Grèce, ça s'est étendu à tous les Balkans. Jusqu'à l'Union, donc Grèce faisant partie de l'Union européenne. Il y a 2 pays de l'Union européenne qui ont été touchés, la Bulgarie et la Grèce.
Puis donc dans tous ces pays-là, donc la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie, il y a eu donc énormément de foyers qui ont progressé à travers le déplacement d'animaux en particulier, des mesures sanitaires qui ont été prises un peu tardivement, l'absence de vaccins dans un premier temps, puisqu'en fait les vaccins sont tous sud-africains au départ, et on n'a pas de réserve de vaccins. Donc les premiers foyers ont été explorés, étudiés en Grèce en première intention et avec des moyens de lutte adaptés qui étaient au départ surtout sanitaires. Et très rapidement, l'Union européenne a réagi en commandant des vaccins à l'Institut Endostopor en Afrique du Sud pour constituer donc une banque de vaccins qui a été mise à disposition des pays touchés. Que ce soit Union européenne ou hors Union européenne, donc ils ont aussi fourni aux pays hors Union européenne qui étaient eux-mêmes touchés par les mêmes problèmes. Et à partir de là, c'est déployé une vaccination massive. Alors au départ, en tour des foyers, parce qu'on n'avait pas forcément énormément de vaccins, et les premiers foyers, enfin on espérait à l'époque que ça allait se régler plus rapidement que ce qu'on a pu constater après. Et progressivement, la vaccination s'est étendue au fur et à mesure que les foyers s'étendaient, jusqu'à être finalement généralisée à tous les pays des Balkans. Et en 2016, tous les pays concernés ont vacciné massivement puisqu'ils étaient débordés. Plus également des pays voisins qui ont, suite à cette introduction dévastatrice, ont décidé de vacciner aussi, comme la Croatie par exemple, qui n'était pas touchée, mais qui a eu l'autorisation de vacciner et a obtenu une autorisation de vacciner et a obtenu des vaccins de l'Union européenne. Alors qu'ils n'étaient pas touchés, parce qu'ils étaient vraiment ils étaient vraiment tellement menacés qu'ils se sont dit qu'il valait mieux prendre les devants. Et en 2016, donc des vaccinations massives, tout en étant accompagnées de mesures sanitaires qui ont essayé d'être mises en place sur le terrain, mais c'est pas toujours facile, qui était normalement détection le plus vite possible, élimination des foyers. Là aussi, selon les modalités, soit dépeuplement partiel, soit dépeuplement total selon les pays. Et vaccination massive le plus rapidement possible. Donc plus restriction de mouvement. Alors le plus difficile, c'était les restrictions de mouvement dans certains pays. De faire adopter également les mesures sanitaires qui ne sont pas forcément simples, surtout dans des pays où les élevages étaient de petits élevages, très dispersés, dans des territoires compliqués à atteindre. Et en 2016, ça a quand même été, il faut le dire, très compliqué, mais néanmoins mis en place avec une certaine efficacité. Quand on parle de vaccination, alors il faut remettre ça dans un contexte où le cheptel est relativement limité dans ces pays-là. Ça concerne par exemple rien que la Bulgarie, il y a moins de 800 000 bovins. Donc c'est peu par rapport à nous, on est à 16 millions de bovins, donc ça n'a rien à voir. Ce sont des pays en plus qui n'exportent pas, ou très peu, donc ils sont vraiment dans une situation qui est très différente de ce qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest. Donc en l'espace de 2 mois à peu près, 2-3 mois, tous les pays avaient vacciné à part l'Albanie. L'Albanie a été beaucoup plus longue, donc ça a été plus difficile à organiser en Albanie. Les campagnes de vaccination étaient plus laborieuses. Ils n'ont pas pu mettre en place de dépeuplement, qui était impossible dans les conditions telles qu'elles étaient pratiquées en Albanie. Donc c'était un pays qui était un petit peu à part. Les autres ont donc pratiqué des mesures sanitaires plus ou moins drastiques, des vaccinations très rapides, et donc en 2-3 mois, tout était vacciné. Et l'année d'après, 2017, la plupart des pays n'ont plus du tout de foyer. Il y a eu quelques foyers, mais très peu en Grèce. On en a eu un petit peu au Kosovo, et l'Albanie était encore assez touchée parce que justement ils n'avaient pas pu déployer de vaccination assez suffisamment vite et qu'ils n'avaient pas dépeuplé non plus ou partiellement ou totalement les foyers. Et donc on a encore eu des foyers assez importants en 2017 en Albanie. Les pays ont continué à vacciner en 2017-2018, alors malgré l'absence de foyers, à part la Croatie, même la Croatie en 2017 a vacciné. Donc tous les pays ont vacciné. 2018, certains pays ont arrêté, d'autres ont continué, dans la Bulgarie en particulier, qui n'avait plus du tout de foyer, a continué à vacciner, par précaution, et en particulier aussi parce qu'ils sont proches de la Turquie, qui, elle, continue encore à avoir des foyers de façon importante, malgré des mesures qui sont des mesures qui ressemblent aux nôtres, mais qui sont visiblement assez compliquées à mettre en œuvre sur ce territoire. Donc, par précaution, ils ont continué à vacciner, et jusqu'à 2019, on a eu encore des vaccinations sur le terrain. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, vaccinations assez intensives dans tous ces territoires, sachant qu'en 2017, très peu de pays avaient des foyers dans cette zone-là. Donc actuellement, il n'y a plus de foyers dans les Balkans, du tout, depuis 2017-2018. On a toujours des foyers en Turquie, depuis 2013, avec actuellement des foyers qui sont plutôt à l'est de la Turquie, donc proche de Russie, Géorgie, etc. Et les Turcs ont une politique qui est un peu différente de la nôtre. Nous pratiquons une vaccination homologue
avec une souche homologue qui est issue de l'Afrique du Sud au départ et fournie par l'Union européenne, achetée par l'Union européenne à la base. Les Turcs avaient leur propre vaccin qui est une vaccination hétérologue, donc avec un vaccin un virus qui est proche, qui est un autre qu'Apripox virus, mais qui visiblement a une efficacité moindre. Ils ont plus de difficultés à visiblement vacciner sur le terrain que nous, et ils ont beaucoup de difficultés à contrôler les mouvements. Ce qui fait que depuis, malgré les mesures appliquées, y compris de quelques mesures de dépeuplement, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Ils s'en sont plutôt débarrassés côté ouest, mais pas du tout côté est. Et cette infection, donc, qui était limitée à la Turquie et les Balkans, ensuite est allée progresser vers la Russie, la Géorgie. Ça a flambé à partir de la Russie de 2017-2018. Et ça a atteint la totalité des pays asiatiques, y compris l'Asie du Sud-Est, en l'espace de 2 ans. Donc ça veut dire qu'un virus qui est à la base africain, et Afrique du Sud, a réussi en quelques années, et en particulier depuis les années 2010-2013, à envahir la totalité du continent asiatique, la Chine y compris, le Japon, la Malaisie, enfin tous les pays qui sont concernés, les Philippines, ils étaient aux portes de l'Australie. Donc c'est énorme comme type de progression en si peu de temps. Et actuellement, en Asie du Sud-Est, il y a encore des pays qui ne s'en sont pas débarrassés. Alors on a quelques pays qui ont réussi en 2-3 ans à faire du ménage, beaucoup vaccinés, d'autres qui n'y arrivent pas. La Thaïlande, pour le moment, n'est toujours pas arrivée à s'en débarrasser. La Malaisie non plus. Donc on est sur une situation épidémiologique quand même dramatique, avec, il faut le rappeler, un impact clinique qui n'est pas négligeable. J'ai entendu parfois que j'ai entendu ça, un simple eczéma. C'est pas un eczéma, c'est une maladie grave, à diffusion rapide, à très forte transmissibilité, en particulier par les insectes piqueurs, puisque c'est transmis par les arthropodes piqueurs hématophages de façon mécanique, et en particulier les stomox, qui sont des mouches d'étable très basiques et très banales, très efficaces. Une maladie qui diffuse fortement dans les élevages si on l'arrête pas, en Albanie par exemple, où malheureusement ils dépeuplaient pas. Ils avaient jusqu'à 42-43% par élevage, des animaux dans un élevage qui étaient touchés cliniquement. Donc avec une progression dans l'élevage qui était quand même assez remarquable, et une létalité associée qui était de l'ordre de 12%. Donc, en 2016. Assez loin du 1% qu'on peut voir là. C'est ça. Le 1% est un chiffre qui peut être qui est donné et qui est donné suite à ce qu'on peut aux mesures qui sont prises sur le terrain. Effectivement, en Grèce, en Bulgarie, on était sur de l'ordre de 1 à 2% de létalité. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne laissait pas progresser la maladie. Donc, quand vous dépeuplez un cheptel, évidemment, vous allez tout éliminer. Et donc, quand vous avez une action rapide sur un cheptel qui est touché, vous ne pouvez pas voir progresser la maladie, donc vous ne voyez pas ni la morbidité ni la mortalité. Ce qui est logique, puisque c'était l'objectif. Si vous laissez courir, là, en l'occurrence, on a des problèmes. Là, on a des problèmes de transmission, des problèmes de maladie et des problèmes de mortalité associés. Et la maladie n'est pas anodine non plus, même s'il y a, évidemment, on pourra toujours dire, ça n'aboutit pas à la mort à chaque fois. Oui, mais c'est une maladie grave, débilitante, avec des impacts forts sur les productions. Les éleveurs qui sont affectés disent que effectivement c'est quand même les animaux dépérissent. Moi j'ai des vétos de terrain là, qui nous disent que ce qui s'est passé en Savoie, il y avait des éleveurs qui étaient désespérés parce que les animaux dépérissaient. Alors il n'y a pas de chronicité de la maladie, comme pour tous les pox, sauf les parapox, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur les parapox, mais il n'y a pas de chronicité. En revanche, il y a des séquelles. Il y a des avortements, des infertilités, des troubles de la reproduction de façon générale. Il y a des mammites potentielles, il y a des pertes de production à terme. Donc, c'est pas parce qu'un animal va récupérer qu'il sera forcément ensuite adapté à un élevage. Il y a des pertes au niveau du cuir. Il y a plein de pays pour lesquels, en fait, la valeur de l'animal a baissé aussi parce qu'il n'y a plus de commerce du cuir possible, parce que le cuir est très abîmé. Donc, il y a des impacts quand même. Je ne parle que d'impacts cliniques, là, en l'occurrence. Je ne rentrerai pas dans les détails sur les impacts économiques indirects, qui sont les échanges commerciaux. C'est encore un peu autre chose. Mais rien que les impacts directs sont vraiment très importants. Donc, maladie qui a fortement progressé, maladie qu'on avait jugulée en Europe, mais maladie qui, malheureusement, a été réintroduite en Europe de l'Ouest, vous le savez, depuis juin. Alors, l'introduction est toujours pas... on n'a pas encore les tenants, les aboutissants. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais ça ne peut se faire que par l'intermédiaire d'introduction d'animaux. Les stomox dont je parlais tout à l'heure, qui sont donc ces fameux insectes piqueurs dans les élevages, sont en fait des mauvais voiliers. Donc, ils ne vont pas voyager très loin. Ils restent près des fermes et des bovins. Et on estime qu'ils ont un déplacement moyen qui est de quelques centaines de mètres à potentiellement 1, 2, 3 kilomètres. Donc, pas plus.
Quelques études menées aux États-Unis laissent entendre que par des circonstances météorologiques particulières, il pourrait aller beaucoup plus loin, des tornades en particulier. Mais on n'a pas de tornades chez nous, donc a priori, ça paraît peu probable. Et donc, en fait, ils voyagent avec les bovins. Donc, les premiers foyers qui sont apparus en juin en Sardaigne sont vraisemblablement liés à des importations plus ou moins contrôlées, potentiellement pas forcément légales, ça je sais pas, ça c'est les autorités italiennes qui devraient le dire, et peut-être et vraisemblablement d'Afrique du Nord, puisque l'Afrique du Nord a été touchée avant nous, même si les foyers ont été détectés tardivement. On sait que l'Afrique du Nord a été envahie dans les années, là il y a 1 ou 2 ans, et on a des foyers en Tunisie, en Algérie, etc. Donc pour vraisemblablement c'est là, et à partir du moment où c'était en Sardaigne, il y a eu une introduction ponctuelle en Lombardie, sur le territoire italien, donc, qui a été très vite jugulée. Le foyer lombard n'a pas donné de petits, donc il n'y en a pas eu d'autres. Et ce qui est arrivé en Savoie ne vient pas de Lombardie, mais vient vraisemblablement de Sardaigne. Le virus qui a été détecté en Italie est le même que celui qui est détecté en France, donc c'est la même source, qui est une souche classique qu'on retrouve en Afrique, et qui n'est pas la même souche d'ailleurs, que ça fait partie du même groupe génétique que les souches qu'on avait dans les Balkans, mais évidemment il n'y a pas de lien avec les Balkans. Et vous savez que l'Espagne aussi a été infectée, malheureusement, la Catalogne a été infectée, et c'est le même virus qui a infecté l'Espagne après avoir infecté la France. Donc on a eu Italie, France, Espagne. Actuellement, la situation italienne et espagnole s'est bien améliorée, puisqu'ils n'ont plus de foyer depuis grosso modo fin octobre. Donc il n'y a plus de foyer, c'est maîtrisé en Espagne, c'est maîtrisé en Italie. Ça l'est pas en France, mais on a appliqué les mêmes méthodes, ils appliquent les mêmes méthodes que nous. Les circonstances n'ont pas forcément été complètement identiques, mais c'est la même chose, et ils ont complètement maîtrisé et la Sardaigne et la Catalogne. Voilà pour l'histoire actuelle. Pour ce qui est du virus, comme je vous dis, c'est un poxvirus, donc gros virus à ADN, relativement stable au niveau génétique, très facilement transmis par les arthropodes piqueurs de façon mécanique. Possibilité de transmission d'individu à individu relativement secondaire avec les souches qui nous concernent actuellement. Ça concerne un peu plus les souches asiatiques, qui semblent se transmettre un peu mieux par contact direct entre individus. Pour nous, on va dire que c'est accessoire par rapport à la transmission par vecteur. C'est pas une maladie zoonotique, c'est pas une maladie qui se transmet à d'autres espèces. Donc on est vraiment sur une maladie qui touche les bovins, ruminants, donc les bovins domestiques et en Afrique sauvage. Alors il n'y a pas de réservoirs animaux visiblement sur le continent européen. Les études qui ont été menées dans les Balkans laissent entendre qu'il n'y avait pas de réservoir dans la faune sauvage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres ruminants qui seraient sur le territoire européen qui pourraient servir de réservoir. Donc on est sur une maladie qui est strictement du bovin chez nous et sur du bovin domestique. Voilà. Donc c'est relativement simple à comprendre et qui est assez facilement, pour lesquels la vaccination donne des résultats qui sont très importants, puisque je vous ai dit que dans les Balkans, ça avait été une des bases de la lutte, avec des vaccins de bonne qualité, qui sont des vaccins de type souche atténuée, souche virale atténuée, ancienne, puisque ce sont des souches qui sont sud-africaines qu'on connaît depuis bien longtemps. Et pour le moment, on utilise de façon privilégiée ces vaccins-là, donc souches atténuées homologues en Europe, contrairement à d'autres pays qui peuvent aussi pratiquer la vaccination avec des souches hétérologues. Voilà. Je pense que la première question qu'on pourrait poser et qui se pose beaucoup, c'est pourquoi on fait un abattage total et pas partiel. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi les règles actuelles. Voilà. Alors, je vous ai dit, quand dans les Balkans, on avait 2 types de pays, Union européenne et hors Union européenne. Les règles sanitaires qui s'appliquaient n'étaient pas forcément les mêmes, puisqu'on n'était pas liés par les mêmes, on va dire les mêmes obligations. Dans l'Union européenne, avant même la LSA, puisque c'était en 2016, donc c'était avant que la LSA s'applique, donc la législation sur la santé animale, qui est une application européenne du droit sur la santé animale et donc une harmonisation des règles sanitaires. Il y avait déjà la volonté de se débarrasser le plus vite possible de cette maladie émergente, qui était chez nous en France déjà un danger sanitaire de première catégorie. Ça veut dire que les pays européens à l'époque, avant même que la LSA ait abouti, avaient la volonté de ne pas laisser s'installer l'infection, et pour cela, ils s'appuyaient sur donc trois éléments. Un, détection rapide et interdiction de mouvement, ça c'est le premier point. 2, mise en place rapidement d'une vaccination autour des foyers. Et 3, élimination du foyer rapidement pour éviter qu'il puisse être une source d'infection secondaire en cas de mobilité intempestive. C'est ce qu'on a vu dans certains pays. Donc dans les pays européens, dans la mesure où c'est une maladie qui était dite exotique qu'on ne voulait pas installer, la règle était, et toujours, une élimination totale du foyer pour éviter une diffusion non contrôlée. À l'époque, on savait déjà que l'estomox était des facteurs très favorables de transmission. On savait que ça diffusait vite
Et ce qu'on ne savait pas encore à l'époque, mais qu'on sait maintenant, c'est que la transmission se fait principalement par les animaux malades, mais aussi par les animaux subcliniques, qui certes sont moins efficaces, mais qui peuvent être des sources infectieuses. Ces animaux subcliniques, par définition, on ne les détecte pas. Et donc, ce qui renforce la réglementation européenne, c'est de dire, et ce qui va toujours dans le même sens, c'est on détecte les malades, très bien, on les élimine, sauf que les animaux non malades mais infectés n'étant pas détectés, ils peuvent être des sources qui ne sont non maîtrisables dans des conditions où on déploie une vaccination et où on n'a pas encore la certitude que l'immunité collective est finalement atteint son optimum et empêcherait la circulation virale. Voilà pourquoi, dans la réglementation de l'Union européenne, on préconise, et plus que préconisé, puisque c'est une règle qui doit être adoptée, l'abattage total, donc le dépeuplement, parce on appelle ça un dépeuplement, le dépeuplement du foyer en même temps qu'on pratique les autres. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est pas au choix. Et ça doit s'accompagner d'une vaccination la plus vite possible dans un périmètre qui est donc le périmètre habituel qu'on compte pour les maladies réglementées, qu'il aille de 50 km autour des foyers sur la zone de surveillance, et d'une absence de mouvement pour éviter justement une sortie de ces zones de surveillance. Ça, c'était pour l'Europe. D'autres pays ont fait d'autres choix. L'Albanie, j'en ai parlé, ils ont vacciné, mais à un rythme qui n'était pas forcément aussi rapide que les autres pays et sans dépeuplement. C'est celui qui a eu le plus de mal à s'en débarrasser. La Serbie, le Monténégro, le Kosovo ont pratiqué au départ une lutte identique à la nôtre, c'est-à-dire en gros, on dépeuple très vite, on détecte, on dépeuple, on empêche les mouvements. Quand la vaccination a été déployée, à partir du moment où ils ont pratiqué une vaccination rapide de tout leur cheptel, ils ont, eux, changé de politique d'abattage ou de dépeuplement, puisqu'ils ont pratiqué ensuite un dépeuplement sélectif qui était, c'est même pas un dépeuplement en l'occurrence, donc c'est une élimination sélective des animaux qui étaient infectés, malades, en laissant sur place les animaux du cheptel qui étaient donc concernés, sur surveillance, en considérant qu'ils avaient, en tout cas, l'avantage d'avoir vacciné massivement, et qu'ils avaient la certitude qu'il y avait au moins 80% des animaux qui étaient protégés, correctement protégés, ce qui les a autorisés à changer de pratique sur cette base-là. Il s'avère qu'effectivement, ça a donné des résultats dans leur cas, mais parce que le cheptel est petit, parce qu'ils avaient vacciné très vite, et parce qu'ils avaient une surveillance qui était très efficace au niveau des foyers, et une élimination régulière de tous les cas cliniques, mais peu de cas cliniques dans les foyers. Il faut vous dire qu'à partir du moment où c'est vacciné, où la vaccination est bien faite, ils n'ont plus vu apparaître beaucoup de foyers. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire ça. Donc ça se passe sur très peu de temps finalement. Donc on a deux politiques selon en fait les différents pays, mais selon aussi les typologies d'élevage et la rapidité d'exécution. C'est toujours le même problème. Et surtout la maîtrise de la diffusion par mouvement d'animaux. Ça c'était essentiel puisqu'il fallait aller très vite aussi pour éviter les mouvements. Certains pays sont bien arrivés, d'autres plus ou moins bien aussi, et avec des résultats, on a dit, assez variables. Donc voilà, le dépeuplement est la solution qui a été, et qui est d'ailleurs celle qui a été adoptée par l'Europe, qui était la plus efficace et la plus rapide pour se débarrasser de tous les foyers le plus vite possible, sachant que maintenant dans le cas de la LSA, c'est une maladie qui est donc dite ADE, donc à éradication immédiate. Voilà pourquoi on pratique cette politique-là. On peut peut-être parler de la différence entre dépeuplement et abattage. Et aussi du coup clarifier pourquoi on ne mange pas du coup les sous-produits à animaux des bêtes atteintes. Dans la dénomination actuelle, on parle de dépeuplement et pas d'abattage. En fait, ça se comprend aisément quand on sait qu'un abattage, ça se fait normalement en abattoir. Et dans le cadre de la réglementation actuelle, toujours pareil, pour éviter les transports d'animaux qui serait là aussi un danger potentiel par la diffusion via les stomox qui voyageraient avec, ou par des transports qui seraient là aussi non contrôlés, non surveillés pour partir vers l'abattoir si les abattoirs sont trop loin. Il a été décidé de faire une élimination des animaux sur place dans les foyers. Donc cette fois-ci avec des euthanasies et non pas des abattages, qui nécessitent donc l'usage de produits qui ne peuvent pas ensuite donner lieu à des consommations d'aliments, puisque ce sont des produits type T61 ou autres produits qui sont utilisés classiquement dans le cas d'abattage, d'élimination par euthanasie. Puisqu'on utilise en fait ce type de produit dans les élevages et qu'on fait de l'euthanasie sur place, il n'est pas concevable de pouvoir consommer ces animaux qui partent directement à l'équarrissage. Un abattage, donc c'est quelque chose qui se fait en abattoir selon des méthodes différentes.
qui peuvent être éventuellement compatibles avec une consommation. C'est ce qui se fait par exemple pour la tuberculose. Et là, dans ces conditions, effectivement, on peut estimer qu'il pourrait y avoir une consommation du produit si les animaux sont abattus dans les mêmes conditions. En revanche, pour le lait, puisque ça a été aussi un problème qui a été soulevé, dans les élevages concernés ou dans les zones concernées, il avait été question à un moment donné que le lait soit éliminé. Ça s'est fait au tout début dans les Savoies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait du lait de tank dans des élevages qui avaient été touchés, ils éliminaient le lait de tank en même temps. Il s'avère que très rapidement, dans la semaine qui a suivi les premiers foyers, il y a une demande du gouvernement français conjointe au gouvernement italien pour déroger à cette élimination du lait, qui était donc jetée, puisque c'était au départ prévu dans la réglementation européenne, et l'Europe a bien sûr concédé qu'il n'avait pas de sens d'éliminer le lait. Et donc, à ce moment-là, le lait qui était produit pouvait être consommé selon des normes classiques. Et là, en Savoie, c'était du lait cru, et donc il n'a même pas été obligé de passer par une thermisation du lait pour pouvoir le consommer ensuite. Et les fromages qui étaient produits aussi, et qui au départ avaient été jetés, dans ces zones-là, ont bien sûr été ensuite consommés de façon normale, puisqu'il y a eu une dérogation et donc une reprise, enfin une demande spécifique de la part de l'Italie et la France pour que les fromages puissent être consommés, et ce qui a été le cas. Donc pour les produits carnés, c'est pas autorisé parce que c'est du dépeuplement et pas de l'abattage en abattoir. Pour les produits laitiers, ça a été autorisé puisqu'ils avaient déjà en fait des produits qui étaient faits, soit en lait de tank, soit en fromage qui était déjà stocké, et donc là il y a eu autorisation de consommation. Vous avez dit qu'en Espagne et en Italie, ils ont réussi à juguler du coup la maladie. Oui. Comment on peut expliquer, alors je ne sais pas si on peut l'expliquer encore aujourd'hui, comment on peut expliquer qu'en France, ça s'est beaucoup plus étendu? Est-ce que vous avez des réponses? Alors oui, en fait, l'Italie au départ donc c'est la Sardaigne qui a été touchée. Donc on va mettre de côté le cas lombard où il y a eu qu'un foyer et qui s'est pas étendu. C'était en fait un élevage engraisseur en bâtiment qui a été détecté très vite, et dans la mesure où ils ont détecté vite, ils ont éliminé très vite les animaux, et il n'y avait pas de lien épidémiologique avec d'autres territoires ou d'autres cheptels autour, ce qui fait que ça s'est pas étendu. En Sardaigne, ils ont vacciné très très vite et ils ont fait comme nous une élimination systématique de tous les foyers. Pour la Sardaigne, c'est petit, donc c'est allé relativement vite en termes de vaccination, et effectivement le territoire a été circonscrit très très vite. En fait, en termes d'espace, toute la Sardaigne a été concernée, mais toute la Sardaigne du coup a été soumise au même rythme de vaccination et au même rythme de dépeuplement. Donc c'est une unité propre en fait, on va dire. Nous, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est arrivé dans les Savoies, on a réagi en Savoie comme ils avaient réagi en Sardaigne. On a délimité des zones et on a dépeuplé, vacciné et réduit les mouvements dans ces zones. Et c'est arrivé l'été. Donc les animaux étaient beaucoup au pâturage. Les unités épidémiologiques, puisque c'est l'unité épidémiologique qui compte, étaient petites, puisque en fait les animaux étaient dispersés sur les pâtures. Alors la difficulté, c'était d'aller les atteindre pour les vacciner. Mais l'avantage d'avoir aussi des unités épidémiologiques petites, c'est qu'on éliminait au fur et à mesure un nombre d'animaux limité, qui étaient en fait concernés par l'observation de la clinique sur un certain nombre d'animaux qui étaient en nombre limité aussi. Alors les premières fois, évidemment, ça a été surprenant. Donc le temps d'agir, on a pu voir effectivement qu'il y avait une progression dans certains élevages qui ont été particulièrement marqués. Mais ensuite, quand les vétérinaires et les éleveurs se sont retrouvés à devoir effectivement appliquer les règles et à surveiller, très rapidement, les foyers qui ont été détectés ont été très vite éliminés sur des petites unités épidémiologiques qui ont permis d'aller très vite et de pouvoir éviter des propagations rapides au sein de ces différents territoires. On a pu observer quand même malgré tout en Savoie et Haute-Savoie des sauts de quelques 20-25 km autour des foyers qui étaient liés à des transports d'animaux qui ont été soit mal contrôlés, soit qui ont été faits au moment où les animaux étaient en phase d'incubation et avant même qu'on ait pu réagir, mais qui n'ont finalement pas énormément débordé des Savoies. Après, on a eu un problème dans le Jura, où ça a un petit peu débordé aussi, toujours pareil par un transport d'animaux autour de 20-25 km, mais qui était quand même à proximité des foyers précédents, donc on est sur une zone géographique qui est quand même limitée. Et donc toute cette zone-là a été très rapidement contrôlée par les mesures classiques que je viens d'évoquer, la vitesse d'exécution et aussi la coopération très efficace des éleveurs qui se sont dit que de toute façon, étant donné avec ce qui se passait là, et étant donné la qualité de leur production, ils avaient tout intérêt à aller très très vite.
Donc on peut dire que c'est des circonstances très favorables qui ont été réunies. Ça n'a pas forcément été très simple, hein. Les gens de terrain disent que ça a été compliqué, mais tout a été mis en œuvre rapidement pour que ça puisse marcher. Là où ça a commencé à déraper, c'est quand on a eu un foyer qui est apparu dans le Rhône, qui était à 100 km des foyers précédents. Donc tant que ça restait dans les zones initiales et que ça a été sous contrôle, on pouvait estimer que, en prenant les mesures telles qu'elles étaient appliquées et en Italie et telles qu'elles étaient appliquées en Grèce et en Bulgarie, on allait arriver à terme à finalement circonscrire l'infection et à éviter la diffusion et à éliminer les foyers. C'est ce qui a été observé. Le Rhône a été un problème. Il n'y a eu qu'un foyer. C'était visiblement donc des animaux qui ont été transportés. Alors, dans quelles conditions, je ne sais pas, des Savoies ou des territoires concernés, Savoie, Haute-Savoie ou Jura, vers le Rhône. Le foyer unique a été éliminé. Mais visiblement, ce qui a pu se passer aussi, c'est que c'était là aussi un élevage qui pouvait exporter. Et on peut penser qu'à partir de ce foyer du Rhône, il y a eu une exportation vers la Catalogne, qui est donc une zone aussi d'importation forte de bovins, de jeunes bovins français pour l'engraissement. Et donc, ce qui a vraisemblablement, alors c'est pareil, l'enquête épidémiologique, moi j'ai pas tous les détails de l'enquête, mais je pense que c'est à peu près ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à partir de ce foyer du Rhône, il y a eu introduction en Catalogne. Et là, en Catalogne, quand ça a été introduit, plusieurs foyers sont apparus assez rapidement. Et on était encore une fois dans une période où il y avait encore des estives. Donc on était en octobre, si je me rappelle bien. Donc il fait encore beau en Catalogne, il fait encore beau dans les Pyrénées, les animaux étaient encore en estive. Et les premiers foyers de Catalogne française sont apparus quand on a eu des estives communes entre animaux espagnols et animaux français, sur des zones qui avaient été mal contrôlées. Les Espagnols ont réagi très vite, mais dans les estives, c'est compliqué, tout le monde le sait. Et à ce moment-là, nous-mêmes, la Catalogne française était en zone de surveillance, n'était pas concernée par des foyers, mais en zone de surveillance, et on a commencé à déployer la vaccination à partir du moment où les Espagnols l'ont fait. Donc c'était concerté. Mais le temps du déploiement, il est évident que le virus peut circuler plus vite que le déploiement de la vaccination, surtout en zone de montagne. Et on a eu des premiers foyers en octobre, en peu de temps après les Catalans, en octobre dans les PO. Et c'est là quand ça a été un peu plus compliqué, parce qu'il a fallu tenir compte du fait que les animaux redescendaient d'estive. Donc d'ailleurs, c'était le problème qu'ils avaient déjà évoqué en Savoie, en disant il faut absolument qu'on ait tout réglé avant de descendre d'estive. Ils descendaient d'estive, donc il fallait contrôler les mouvements des animaux qui partaient également dans l'Aude, qui pouvaient partir même très loin, puisqu'il y avait des estives qui étaient des animaux qui viennent de loin, qui viennent dans les estives pyrénéennes. Et donc il y avait déjà ce problème-là de descente d'estive, de contrôle d'estive et de transport d'animaux. Donc on a eu des foyers dans les PO. On s'était dit qu'effectivement, ça allait être un peu compliqué, mais là aussi, ça aurait pu être contrôlé peut-être dans les PO. Malheureusement, ce qui s'est passé ensuite en Ariège a déclenché un peu la foudre, puisque là, on est à 100 km des foyers qui étaient dans les PO. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est arrivé, pas directement d'ailleurs des PO, vraisemblablement, puisque l'enquête épidémiologique qui a été menée en Ariège laisse entendre que l'éleveur, malheureusement, qui a été touché, a introduit des animaux qui venaient des Hautes-Pyrénées. Alors vous allez me dire, les Hautes-Pyrénées, on est encore loin des PO, mais visiblement, il s'est fourni chez un producteur, enfin chez un éleveur, qui lui-même avait vraisemblablement dû faire rentrer des animaux qui étaient dans la zone concernée des PO et de l'Aude. Là encore, dans quelles circonstances, comment, pourquoi, je peux pas te dire, je sais pas trop, mais il s'avère que visiblement le foyer de l'Ariège vient en fait d'un mouvement d'animaux qui vient des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, et pas directement des PO, et donc en fait un mouvement intempestif là aussi, et c'est les Hautes-Pyrénées qui ont contaminé qui ont dû contaminer l'Ariège. D'autres foyers sont apparus en Haute-Garonne, vraisemblablement avec le même type de mouvement, et c'est là qu'on a eu des grands sauts, qui sont des sauts qui sont liés à des mouvements d'animaux qui n'ont pas forcément été suffisamment contrôlés au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec maintenant une zone de surveillance qui est très étendue, la zone de surveillance dite 6, qui est très étendue, qui va des Hautes-Pyrénées jusqu'au PO, en passant par l'Aude, l'Ariège, le Gers, la Haute-Garonne, et toute cette zone-là, et qui déborde maintenant, parce qu'on a eu en plus un cas dans l'Aude dernièrement qui était sorti de la zone initiale, et qui fait planer aussi une menace sur le Tarn et sur l'Hérault. Donc avec des zones de surveillance qui se sont étendues. Donc en fait, on s'est retrouvé débordé par des mouvements d'animaux qu'on n'a pas pu contrôler.
mais qui sont vraisemblablement liées aussi à des pratiques classiques d'échange dans les cheptels, mais qui ont été malheureusement inappropriées au moment où on n'en avait pas besoin. Voilà, on va dire ça. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu au départ et finalement le pas de bol, ou est-ce que c'était des mouvements qui ont été, on va dire, plus que limite? Ça, c'est difficile à dire parce que c'est l'enquête épidémiologique qui peut le dire. Donc voilà pourquoi on est dans cette situation actuellement. Et cette situation actuelle, est-ce qu'elle te semble encore gérable? Oui, je pense qu'elle est gérable. Alors, le territoire est maintenant assez étendu. Le problème, c'est que plus le territoire s'étend, plus l'effort de vaccination doit être important, plus l'effort sur le terrain en termes de contrôle du mouvement doit être important, et plus les mesures à prendre dans les cheptels sont aussi, peuvent être aussi dramatiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant de foyers que ça, si on réfléchit bien, puisqu'il y a 113 foyers qui ont été détectés en France en tout et pour tout sur 80 élevages, qui est très peu finalement. Si on regarde ce qui s'est passé dans les Balkans, on a eu beaucoup plus que ça. Mais malheureusement, c'est l'étendue géographique qui fait que ça accentue le problème. Et c'est le fait aussi que les derniers foyers qui sont apparus dans des élevages avec beaucoup d'animaux en bâtiment. Et que l'unité épidémiologique, cette fois-ci, c'est pas 10 bovins dans une estive, c'est 200 bovins dans une étable. Et là, c'est plus problématique en termes de mesures à prendre, puisque là, ça prend des proportions qui sont quand même importantes au niveau du cheptel, même si au niveau finalement du nombre de foyers, c'est relativement peu. Alors, est-ce que c'est gérable actuellement? Oui, si on maîtrise les mouvements d'animaux, si on fait attention, on peut éviter d'avoir des foyers qui apparaissent à distance. Oui, dans la mesure où on déploie la vaccination le plus vite possible, et on sait très bien que sur le terrain, tous les vétérinaires sont actuellement à la manœuvre. On sait aussi qu'on a un appel à des volontaires pour pouvoir vacciner avec des étudiants qui pourraient être là aussi déployés sur le terrain, avec une demande actuelle de la part des autorités compétentes. Et en plus, il y a eu la décision dérogatoire de vacciner en dehors des zones de surveillance, dans les territoires concernés, pour là aussi prendre les devants en cas de mouvement qui n'aurait pas été contrôlé et qui aurait été un peu sous-estimé. C'est un peu ce qu'a fait la Croatie quand elle s'est retrouvée dans une situation où elle avait le feu à la frontière et où elle s'est dit, si par hasard il y a un bovin qui rentre et qu'on n'a pas contrôlé, on a intérêt à prendre les devants. C'est un petit peu la méthode croate en quelque sorte, en débordant vers les Landes qui ne sont pas concernées, les Pyrénées-Atlantiques qui sont à peine concernées mais sur lesquelles on a déployé la vaccination, mais très tard. Enfin, ça a été décidé là il y a 2 jours, 3 jours. Le Gers dans sa totalité, la Haute-Garonne dans sa totalité, l'Ariège dans sa totalité, hier le Tarn et l'Hérault qui ont été concernés, pour essayer de voir un cordon sanitaire complémentaire pour justement contrer tout mouvement qui n'aurait pas été contrôlé en prenant les devants. Alors ça nécessite du coup de faire appel à plus de vétérinaires, de faire appel à une logistique complémentaire et d'avoir des doses complémentaires de vaccins, ce qui est le cas d'ailleurs, puisque là on a renforcé l'achat de vaccins et d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'on est allé en chercher chez MSD aux Pays-Bas tout dernièrement pour augmenter le stock de vaccins qui va être déployé chez les vétérinaires. Dans le Tarn, il démarre là tout de suite, là, quasiment, ils ont les doses, et dans toutes les zones concernées, tout le monde démarre à plein pot. Donc théoriquement, si la vaccination se déploie très vite, si les mouvements d'animaux sont contrôlés, et si l'alerte est donnée très vite en cas de foyer, on est susceptible de pouvoir contrôler la zone en question. Voilà. Parce que les mesures sont efficaces. Mais ça nécessite que toutes ces conditions soient remplies. Il ne faut pas qu'il y ait d'échecs et il ne faut pas qu'il y ait de mise à défaut des conditions en question. Et à partir de combien de jours on pourra se dire c'est bon, on est quasiment sûr qu'il n'y aura plus de foyer? Est-ce qu'on a une idée de ça? En fait, si on regarde... Alors, si on déploie très vite la vaccination, en théorie, la mise en place de la réponse protectrice, elle est en moyenne autour de 21 jours post-vaccination. On va dire que c'est à peu près la moyenne. Alors, il y a des animaux qui sont protégés un peu plus tôt, d'autres un tout petit peu plus tard. C'est pour ça que souvent, vous entendez parler des fameux 28 jours. C'est un petit peu pour tenir compte de la variabilité individuelle. Donc, si on met en place une vaccination maintenant sur un territoire donné, on ne va pas le définir exactement, mais on va dire un territoire quel qu'il soit, et qu'on arrive à vacciner sans qu'il y ait de foyer suite à cette vaccination dans les 28 jours qui suivent, on peut estimer que si on a passé le cap de ces fameux 28 jours en ayant vacciné totalement le territoire en question et en étant sûr que tous les animaux ont été correctement vaccinés, on peut estimer que dans ces cas-là, la probabilité d'apparition d'un foyer, elle est très 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 faible. Donc imaginons un scénario pour lequel la totalité des PO sont vaccinés maintenant, on va dire en gros 95%, qu'il y ait plus de foyers dans les 28 jours qui suivent la dernière vaccination. On n'est pas très loin, parce qu'en fait, le dernier foyer dans les PO, il date de, je pense, d'il y a 3 semaines à peu près, ou presque 3 semaines.
eh bien, on pourrait dire que les PO sont sortis d'affaire. S'il n'y a pas de foyers qui apparaissent dans cet intervalle de temps. Puisque le tapis, enfin, la couverture vaccinale sera suffisante pour qu'il puisse pratiquement plus rien se passer. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut imaginer qu'il se passera des choses positives. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Ils n'ont plus de foyers depuis, grosso modo, mi-octobre, fin octobre. Ils estiment maintenant que la situation est maîtrisée. En Sardaigne, c'est pareil. Le déploiement de la vaccination et l'absence de foyers laissent entendre qu'effectivement, normalement, dans ces territoires-là, on ne devrait plus avoir de foyers, ou alors, si c'est vraiment résiduel, ça devrait être vraiment hyper limité, quoi. Peut-être qu'on parle d'un futur un peu trop lointain, mais est-ce que si cette vaccination elle est suffisante et permet de protéger, on peut imaginer que on arrive à une situation où on pourra faire des dépeuplements partiels ou une déclassification en BDE par exemple. Alors classification au niveau européen, c'est une négociation européenne. Ce serait très étonnant que tout d'un coup tout le monde se mette à faire ça parce il y a beaucoup de pays indemnes quand même. Hein. Oui. Faut pas l'oublier, on est très peu à être touchés. Je vois pas pourquoi les pays européens la déclassifieraient. Et ils le feraient que si tout le monde était. Pour la FCO par exemple, c'est ce qui a été le cas. La FCO, elle était classée danger sanitaire de première catégorie quand tout le monde a été touché. On s'est dit ça sert plus à rien parce que de toute façon tout le monde est touché, donc on va la déclasser. Là en l'occurrence c'est pas le cas, donc la déclasser je vois pas comment c'est possible. Alléger les mesures, ça pourrait se concevoir uniquement dans la mesure où on est capable de montrer qu'on maîtrise la situation, que la vaccination se déploie très vite, qu'on n'a pas de foyers nouveaux qui apparaissent de façon intempestive, surtout en dehors des zones qui sont concernées actuellement. Et si on est capable de montrer aux partenaires européens que tout est sous contrôle, et dans ces cas-là, peut-être que la négociation pourrait amener à ce que finalement les mesures soient allégées en cas d'apparition de foyers intempestifs, enfin en tout cas de foyers limités dans une zone correctement vaccinée. Il faudrait qu'il y ait des conditions particulièrement favorables. Donc peut-être que la négociation avec les collègues, avec les pays voisins pourrait aboutir à ça. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que de notre côté, on soit très propre, très clair, clinique en termes de pratique, et qu'on puisse montrer qu'on maîtrise les choses. Sinon, si on ne maîtrise pas, je ne vois pas comment les autres pays nous feraient confiance. Mais ça, c'est quelque chose on se projette un peu plus loin, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'on aurait pu mieux se préparer à l'arrivée de cette maladie en France ? On ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive. C'est-à-dire que, autant quand elle est arrivée dans les Balkans, on a étudié la probabilité d'apparition sur le territoire national, ça a été fait. Il y a un groupe de travail ANSES qui s'était constitué en 2017 pour en tirer une analyse de risque qui a été réalisée, qui a montré que le risque d'introduction était très faible. Étant donné la distance avec les foyers, enfin avec la zone d'épizootie et les échanges commerciaux qu'on a avec ces pays-là. Donc on s'était préparé là. Et je me souviens qu'à l'époque, des messages étaient passés chez les vétérinaires ruraux, les GDS, etc. Il y avait eu des prospectus et un certain nombre d'informations qui avaient circulé. Attention, cette maladie existe. Si vous voyez la moindre suspicion apparaître, il faut réagir très vite. Ça avait été fait. Hein. Donc on était en phase de préparation. Là, je pense que on a été pris au dépourvu parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'un pays européen de l'Ouest, loin du front turc, soit infecté. On a peut-être sous-estimé ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Alors là aussi, en Afrique du Nord, le problème, c'est que la situation était peu connue, les déclarations n'étaient pas très bien faites, et on a découvert relativement tard que finalement, on va dire que la situation sanitaire s'était fortement dégradée. Mais normalement, on ne commerce pas, on n'a pas d'échange de bovins avec l'Afrique du Nord. Puisque ce sont des pays, par ailleurs, qui ne maîtrisent pas la fièvre afteuse ou autre type de maladie dont on est indemne. Donc il n'y avait pas de raison de se méfier particulièrement de cette partie-là de la Méditerranée. Et donc je pense qu'en fait, on a été tous surpris que des foyers apparaissent en Sardaigne. Et quand c'est arrivé en Sardaigne, il faut voir que c'est apparu en Savoie 10 jours plus tard, quoi. On n'a pas eu le temps de s'adapter non plus. Parce que là encore, le gouvernement italien a été pris au dépourvu. Ils ont réagi vite. Nous, on s'est dit, ils vont faire quelque chose. Effectivement, ils l'ont fait. Hein. Mais là encore, les échanges entre la Sardaigne et la France n'ont peut-être pas été forcément complètement estimés aussi. Je ne sais pas de quelle façon on aurait pu d'ailleurs l'anticiper, mais il aurait peut-être fallu, et je ne vois pas comment on aurait pu faire, il aurait peut-être fallu à ce moment-là informer de très, très rapidement tous les territoires qui échangeaient avec la Sardaigne. Mais ça a été tellement rapide.
le transfert de la Sardaigne à la France a été tellement rapide que même là, je pense que les outils de communication étaient débordés, quoi. Ou en tout cas dépassés. Donc je vois pas comment on aurait pu se préparer face à cette situation-là. Ça paraît très compliqué. Une question que beaucoup de vétos et aussi d'éleveurs se posent, c'est qu'il y a... Enfin, il y en a eu la FCO et la MHE qui sont des maladies qui se transmettent de la même façon avec un insecte vecteur. Oui. Et ils se demandaient pourquoi on n'a pas eu la même gestion pour la DNC et pour ces deux maladies-là. Alors la FCO était déclassée de toute façon, et elle était endémique. Donc quand elle est arrivée en 2006-2007, si je me rappelle bien, c'était ça. Elle était classée comme la DNC actuellement, et on a été très rapidement débordé pour une raison simple. Enfin simple, c'est pas si simple. Mais d'une part, on n'avait pas de vaccin au tout début, ça c'est quand même problématique. Et d'autre part, les vecteurs, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, c'est plusieurs culicoïdes, sont des vecteurs biologiques. C'est-à-dire qu'il y a multiplication du virus chez les arthropodes piqueurs qui font qu'ils sont potentiellement infectants durant toute leur vie. Ce qui accroît considérablement le risque de transmission et qui complexifie énormément la lutte. En plus, ce sont des vecteurs qui se déplacent très vite, très loin, par les vents dominants. Ils se déplacent par les véhicules, ils se déplacent par les vents dominants, et on s'est retrouvé très vite débordé, tout simplement parce que les zones de surveillance qu'on avait mis en place au départ, qui étaient de 150 km quand même, ont été très vite débordées par le fait que ces petits moucherons-là, ils vont très loin très vite. Et en fait, on a vu essaimer des foyers de façon très importante sur tout le territoire très vite. Il faut voir qu'en 2010, on s'était débarrassé du problème. Hein. La vaccination généralisée des cheptels a super bien marché, à partir du moment des vaccins, et où on a réussi à se débarrasser du problème en vaccinant très bien, très fort, très vite, en détectant vite, et en l'espace de 2 ans de vaccination, si je me souviens bien, on a vacciné sur 2 ans d'affilée, vaccination obligatoire et prise en charge par l'État, le résultat était remarquable. Ce qui nous a posé problème, c'est la résurgence en 2015, et qui a été surtout une résurgence qu'on n'avait pas estimée. Là aussi, on ne l'a pas vu venir, d'autant plus que les premiers cas qui ont été observés en 2015 n'étaient pas des cas cliniques, c'était des cas qui sont liés à la surveillance, parce qu'on surveillait. Et c'était des foyers qui ont été détectés par la surveillance, et pas par la clinique. Et à partir du moment où on a mis en place, on a pu observer cette résurgence en 2015, le temps qu'on l'estime, c'était déjà trop tard, puisque c'était pas une surveillance événementielle, c'était une surveillance qui était programmée. Et en fait, on n'a pas pu faire face à ce moment-là. D'autant que la clinique était quand même très fustre. Par rapport à ce qu'on avait la première fois, la clinique était très faible. Et donc, dans ce cas-là, on s'inquiète un peu moins. Bon, après, il s'avère que d'autres sérotypes sont arrivés et nous ont posé des problèmes. La MHE, elle n'était pas classée. C'est pas une maladie qui était réglementée au même titre que les autres. Elle était maladie émergente, donc elle a été considérée comme telle, mais elle n'était pas dans la réglementation européenne à la base. Donc on n'avait pas les moyens, on n'avait aucun outil réglementaire et législatif pour lutter contre cette maladie dans un premier temps. Oui, mais ce que j'avais vu, c'était que ça avait quand même aussi un impact fort dans les élevages, et du coup, il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas les mêmes mesures pour telle et telle maladie, quoi. Parce que c'est tout simplement un aspect réglementaire dans un premier temps, qui fait que l'arsenal réglementaire et législatif n'est pas le même, et donc ne nous autorise pas à faire la même chose. Qui plus est, en MHE, on n'avait pas de vaccin à la base. Oui. Donc on s'est retrouvé dans une situation d'émergence pure, d'une maladie qu'on ne connaissait pas, ou très peu, qui a émergé d'abord dans les pays du Sud, donc Espagne, Italie dans un premier temps, et qui nous a débordé. Alors après, c'est vrai qu'on a été un peu négligent par rapport à l'Espagne. Ça veut dire qu'en fait, quand ça commençait à arriver chez nos voisins, on n'a peut-être pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir, et on a peut-être été un peu lent à la détente. Mais n'empêche que l'arsenal réglementaire n'était pas du tout le même. Et les vaccins, la disponibilité des vaccins n'était pas les mêmes non plus. Voilà pourquoi on n'est pas dans la configuration tout à fait identique. On avait parlé potentiellement de l'apparition de plus en plus importante de maladies émergentes ou de maladies comme ça qui... Maladies qui viennent de loin, c'est ça ? Exactement, qu'on anticipe plus ou moins et on se fait plus ou moins dépasser. Est-ce qu'il y a un moyen de les prévenir, de les anticiper ? On a dit que potentiellement c'était pas évident, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Est-ce qu'il faudrait former En fait, il faut avoir conscience que ces maladies, faut pas les négliger. Alors, on essaie de pas les négliger. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient capables de les détecter très vite sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'une maladie qu'on n'a pas encore sur le territoire, qui existe dans des territoires plus ou moins lointains, doit toujours être considérée comme étant une maladie qui peut s'étendre.
Alors ces grandes maladies, je parle de grandes maladies transmissibles ou contagieuses. Actuellement, on a quand même des risques, enfin des soucis avec la peste des petits ruminants, qui est une maladie qui est normalement des pays du Sud et des pays dits du Sud. Hein. Quand je dis du Sud, je globalise des pays, ça peut être du Sud, de l'Est, enfin voilà. C'était pas le point cardinal qui est important, mais c'est des pays dits exotiques et classiquement où ces virus circulent. On a eu une émergence en Grèce, très forte, et dans les pays voisins aussi, de peste des petits ruminants, avec des conséquences graves. Alors je pense que la Grèce en fait partie. C'est en tout cas dans les pays du Balkan, qui pose des gros problèmes, parce que c'est une maladie là aussi qui, a priori, n'était pas censée arriver chez nous. Et on a la Grèce qui est touchée actuellement, et là aussi les pays voisins, par des épisodes assez importants de variole ovine, de clavelée, en autre pox. Chose qu'il y avait eu également, qu'on avait pu rencontrer en Espagne il y a 2 ans. Les Espagnols s'en sont bien sortis, ils ont éliminé les foyers. Ça a été très vite circonscrit, mais c'est une maladie qui fait peser une menace aussi. Donc actuellement, si on doit regarder le périmètre, on dit en gros, les varioles ovines et caprines nous poseraient des problèmes. Et en gros, la peste des petits ruminants, c'est pas que pour les pays tiers. Ça peut nous arriver, et la preuve, ça nous est arrivé dessus. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Ça fait partie des grandes maladies quand même des petits ruminants qui circulent bien. Certains craignent la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie vectorielle et vectorisée, qu'on pourrait voir également apparaître dans des territoires du sud de l'Europe potentiellement, puisqu'elle est proche, elle est présente en Afrique du Nord, au Proche-Orient. Il faut aussi considérer nos territoires d'outre-mer, qui sont touchés aussi par des maladies dites exotiques, mais qui peuvent circuler là-bas aussi. Hein. Ils ont parfois expérimenté des maladies que nous, on n'avait pas. La DNC en 92 a existé par exemple à La Réunion, la MHE avant aussi. Donc il y a d'autres territoires dans lesquels il y a aussi des risques potentiels. Donc il y a quelques maladies qu'on peut surveiller fortement. Il y en a quelques-unes, le problème c'est d'établir une liste, quoi. Et cette liste, alors on peut faire une analyse de risque maladie par maladie. Ensuite, une fois qu'on a fait l'analyse de risque, c'est d'essayer d'estimer la probabilité d'apparition. Et ensuite, c'est de pouvoir développer des outils de communication et d'information des éleveurs et des vétérinaires pour que, à la moindre alerte, ils puissent réagir. On a des plans d'intervention sanitaire d'urgence pour un certain nombre de maladies. Ça fait partie de l'arsenal réglementaire qui doivent être mis en œuvre le plus vite possible. Le problème, c'est l'acceptation de ces mesures. C'est ça le problème. Ces mesures sont souvent assez drastiques. On l'a vu là avec la DNC. Ce sont pratiquement toujours les mêmes mesures. Contrôle du mouvement, détection très rapide, le plus vite possible dépeuplement si effectivement cette mesure est adaptée et elle est déjà prévue dans un plan d'intervention sanitaire d'urgence, et vaccination si on en a les moyens. Alors on peut aussi dire qu'on a intérêt à avoir des banques de vaccins sur certaines maladies qui peuvent déployer très vite. La DNC nous a montré que effectivement il fallait le faire. L'Union européenne l'a fait suite à ce qui s'est passé dans les Balkans. Les banques de vaccins étaient disponibles. Voilà pourquoi dès début juillet on a pu vacciner. Dans les Balkans, ça a été beaucoup plus lent. Il a fallu acheter les vaccins et ensuite les déployer. Nous, ça a été très rapide. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des possibilités et des leviers en termes de précaution de banques de vaccins disponibles, quand ces vaccins existent, d'achat commun, de mesures qui sont déjà préalablement établies dans le cadre des PISU, et de surveillance de certaines maladies qui ont tendance à un petit peu s'approcher d'un peu trop près sur des grandes maladies contagieuses. Ne pas oublier, je n'ai pas parlé de la fièvre afteuse, mais attention, on a eu des foyers en Allemagne, on en a eu également en Hongrie, je pense qu'il y a eu aussi la Slovaquie, je crois, qui a été touchée, sur des foyers qui ont été très vite circonscrits par des mesures qui sont des mesures de la LSA avec maladie de type A. C'est une maladie hyper contagieuse, ils ne s'attendaient pas à ça. Hein. Ils ne savent pas comment c'est rentré, mais ils ne s'attendaient pas à ça. Il faut être hyper vigilant avec ces maladies-là. La fièvre afteuse, il y en a un peu partout. C'est pas une maladie du passé. Et elle est encore dans la liste des maladies qu'il faut vraiment surveiller de près, quoi. Voilà pourquoi on insiste beaucoup sur cette maladie et le diagnostic différentiel. Donc voilà, il y a quelques éléments de réponse. On a des éléments, on a des arguments. On ne peut pas le déployer pour tout, mais je pense que tout mis bout à bout, tout ce que je viens d'évoquer, ça peut faire partie de l'arsenal qu'il faut faire fructifier. Merci Stéphane d'avoir participé à ce podcast, d'avoir répondu à nos questions. Merci Léa et Vincent pour l'animation aussi. D'autres épisodes seront prévus sur le sujet, en tout cas on espère. On ne sait pas exactement encore comment on va les mettre en place, mais c'est quand même prévu de discuter avec différentes personnalités concernées par le virus de la DNC.
D'ici là, vous pouvez nous envoyer vos questions parce qu'il en reste sans doute un certain nombre. Il y en a peut-être qui ont émergé au cours de cet entretien, même si on espère que Stéphane a répondu à une grande partie d'entre elles. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, donc sur Instagram et après sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer ou YouTube. Au revoir. Au revoir.